Notre invité du jour, Franklin D. Mbachou, consultant formateur en management QHSE. Il est également CEO de Afriqual. Monsieur Mbachou, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir de vous recevoir encore dans le cadre de ce programme. On ne parle plus de Made in Cameroun, mais cette fois-ci de sécurité incendie. Et l'actualité récente s'y prête. Le mercredi 7 février 2024, l'explosion d'une bouteille de gaz a fait 18 blessés parmi les apprenants d'un institut de formation en hôtellerie situé dans la localité de Ndokbon. Qu'est-ce qui peut causer, de manière générale, Monsieur Mbachou, l'explosion d'une bouteille de gaz? Merci pour cette première question. Une bouteille de gaz peut exploser d'abord parce qu'il y a eu une fuite. Oui. Et cette fuite va envahir un environnement circonscrit et fermé. Oui. Et il suffit un seul instant qu'une personne passe là avec une énergie d'activation et pouf, l'intensité de la chaleur va L'énergie d'activation, c'est quoi par exemple? Vous savez, vos termes techniques, on ne se retrouve pas forcément. Peut-être c'est des pratiques, des habitudes que nous avons. Quand vous parlez d'énergie d'activation, on ne sait pas, c'est quoi concrètement? L'énergie d'activation, c'est par exemple quelqu'un qui peut passer par là avec un mégot de cigarette, par exemple. Voilà. Oui, oui. Ou alors une bougie allumée, par exemple. Ou alors une source de chaleur. Oui, oui. Peut-être un four qu'on est en train de transporter, comme on utilise généralement les fours à charbon. Oui. Et quelques jours après la survenue de cette explosion, le délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle a exigé aux instituts de formation en hôtellerie de se doter d'un dispositif de sécurité incendie. À quoi ressemble un dispositif de sécurité incendie, M. Mbachou, et en quoi consiste-t-il? Il est important de rappeler que le dispositif de sécurité incendie n'est qu'une partie de ce qu'on appelle communément dans notre jargon l'étude du danger. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on construit un établissement, une usine, une radio, je ne sais pas quoi, oui. Il faut toujours faire l'étude du danger, c'est-à-dire identifier toutes les sources potentielles de danger, évaluer l'impact sur la performance de l'entreprise, sur la vie humaine et sur l'image de marque. Oui. Et cette étude de danger va nous donner droit à un plan d'évacuation. Oui. Et dans cette étude de danger, on retrouve également le plan d'installation des équipements dédiés à la lutte contre l'incendie. Oui, c'est quoi généralement? Je sais que dans les films, on a souvent ce type d'alarme. Lorsqu'il y a des détecteurs de fumée, des sirènes commencent à retentir, ça annonce qu'il y a un danger. Chez nous, c'est quoi? Oui, il est important de rappeler que ce dispositif il est international. Le problème, c'est que chez nous, nous n'avons pas encore l'éducation à la préservation de la vie. Oui. Donc, on attend toujours qu'il y ait un événement dangereux pour qu'on se réveille. En effet, l'arrêté 039 fixant conditions d'hygiène sur les postes de travail impose à tous les promoteurs de structures génératrice de revenus, de se doter d'un plan de sécurité incendie, d'abord pour protéger la vie humaine, oui. Et de deux pour réduire les dégâts. Oui. Et c'est dans ce système, c'est dans cette logique de réduction des dégâts qu'on va installer des équipements tels que les détecteurs de fumée, oui. Parce que lorsque l'intensité de la fumée dans une salle atteint un certain pic, le détecteur de fumée va déjà signaler ici il y a un potentiel incendie il va lancer l'alarme. Oui. Et là, les équipiers secouristes, tous ceux qui sont formés en sécurité incendie, vont commencer à intervenir avec les extincteurs et autres. Oui, donc c'est dire que toutes nos constructions, normalement, devraient avoir tous ces équipements-là, qu'on soit dans des écoles, dans les universités, dans les maisons d'habitation même. Exactement. Oui. Toutes ces constructions devraient d'abord avoir un plan, devait être soumis à une étude des dangers. L'étude des dangers, c'est quoi? L'étude des dangers, c'est cette étude qui permet d'identifier toutes les différentes sources de danger. Oui. Et donner ou élaborer un plan d'évacuation. Oui. Dire, en cas de danger, voilà par où on doit passer. Si c'est ceci, voilà ce qu'on doit faire. Oui. Et ainsi de suite.
Et donc, ça passe également par quoi? Des issues de secours? Les issues de secours, y pense les muster points, la formation du personnel en sécurité incendie, la formation d'utilisation des extincteurs Oui. et autres. Mais Et malheureusement, dans notre environnement, on n'y pense pas toujours. Et parlant des instincteurs, ils se trouvent très souvent dans les entreprises, les bureaux, les voitures, les entrepôts, mais très souvent, personne n'est formé pour s'en servir. C'est quoi le rôle d'un extincteur? Voilà, non, l'extincteur permet tout simplement de limiter ou de réduire la propagation du feu. Oui. Il est important de rappeler que tous les extincteurs ne sont pas utilisés pour tous les types de feux parce qu'il y en a plusieurs types de feux et chaque type de feu correspond à un extincteur, à un agent extincteur bien spécifique. Oui. Mais le plus important, c'est pas de connaître cela. Le plus important, c'est de se rassurer que l'extincteur, via son agent extincteur, est bel et bien déposé à côté du combustible adéquat et que le personnel soit formé et que les extincteurs soient installés suivant la réglementation. Parce que dans certains bureaux, vous allez voir un extincteur accroché à 2,5 mètres de haut alors que la norme recommande 1,2 mètres pour que tout le monde puisse avoir oui. Parce qu'on tient compte des personnes qui peuvent avoir des petites tailles, exactement, mais qui devraient pourtant avoir accès à ces extincteurs. Oui. Voilà. Oui. Et aussi, vous parlez des extincteurs qui sont adaptés au type d'incendie. Est-ce que lorsque vous regardez dans nos différentes administrations, dans les différentes entreprises, dans les voitures et tout, vous avez l'impression que les gens se dotent des extincteurs qui sont appropriés aux problèmes d'incendie auxquels ils pourraient faire face? Non, pas toujours. Pas toujours, sauf dans les très grosses structures. Oui. Et là, c'est beaucoup plus pour ceux-là qui ont déjà l'éducation de la protection de la vie, la protection du patrimoine, l'image de marque, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Quels sont donc, nous avons eu le 20 février, on reste dans les incendies 2024, une dame qui est décédée du côté de Loum dans un incendie. Elle vendait le carburant et en stockait chez elle. Quels sont les risques pour une personne de cohabiter avec les bidons de carburant dans la maison et même les bonbons de gaz? Parce qu'il y en a qui commercialisent les bonbons de gaz et qui utilisent leur domicile comme des magasins. Mais nous avons un seul risque: perdre de la vie et perdre son héritage, perdre son patrimoine, perdre ses biens et autres. Il est formellement interdit d'habiter dans un environnement où on stocke des produits chimiques ou alors des bouteilles d'extincteurs, des bouteilles à gaz, ainsi de suite, des bonbons de carburant, oui, et autres. Donc, c'est même pas conseillé. Et lorsque même dans un environnement, on a même plusieurs produits chimiques, il y a les produits chimiques qui ne devraient même pas se mettre ensemble, oui, ainsi de suite. Donc, c'est déconseillé, en effet. Et généralement, ces carburants sont, en fait, ils sont gardés dans des bouteilles en plastique. Est-ce que c'est adapté? Non, c'est pas adapté. Voilà. Et donc, quels sont, pour les voisins, hein, parce qu'il faut dire pour la dame, les voisins n'ont pas pu la sauver parce que les flammes étaient vives et ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur de risquer leur vie à l'auto. En cas d'incendie, donc, dans une maison, comment est-ce qu'on doit s'y prendre avec les bouteilles de gaz qui se trouvent dans les flammes? Parce que parfois, la maison est en train de prendre feu. Il y a la bouteille de gaz qui est à l'intérieur. On ne sait pas s'il faut sauver la bouteille de gaz, s'il faut... C'est quoi, en fait? En cas d'incendie, la première chose, c'est sauver l'humain. Oui, d'abord. D'abord l'humain. Se rassurer que tout le monde se trouve à l'extérieur, à l'abri. Et maintenant, si les flammes sont tellement immenses, on fait appel tout simplement aux sapeurs-pompiers. Simplement. Parce que ceux-là ont des outils spécifiques que nous n'avons pas. Les extincteurs sont seulement là pour atténuer, parce que même si ce bâtiment commence à brûler, on a les extincteurs, on va d'abord appeler les sapeurs-pompiers pour dire voilà. Et pendant qu'ils seront en train d'arriver, nous serons en train d'utiliser les extincteurs. Et il est important de rappeler que c'est le personnel formé. Oui. C'est le personnel formé qui doit l'utiliser. Et c'est la raison pour laquelle l'obligation de la formation du personnel en sécurité incendie s'impose. Oui. Exactement. Donc il faudrait que toutes les entreprises prennent la peine de se rapprocher des spécialistes en QSHE comme vous pour former le personnel. Je crois que notre boss, notre PDG va le faire. Oui, bien sûr, on va le faire.
on va le faire. On a la chance de vous avoir et on ne peut pas ne pas en profiter. En cas de fuite de gaz, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que parfois, vous achetez une bouteille qui présente des petites anomalies et puis vous ne savez pas trop ce que vous pouvez faire. Vous avez beau la fermer, il y a des fuites. Vous l'ouvrez, il y a des fuites. Comment est-ce qu'on fait? Moi, je dis tout dépend de l'environnement dans lequel nous sommes. La première chose, c'est de vérifier constamment son détendeur. Oui. Constamment, parce que la fuite se passe à ce niveau. Oui. Et nous savons que plus le temps passe, plus le détendeur se dénature, Oui. et ainsi de suite. Oui. Maintenant, lorsque vous avez déjà identifié une fuite de gaz dans un environnement, la première chose, d'abord, c'est d'arrêter l'utilisation de ce gaz. Oui. Ça, Oui. c'est la toute première chose. Oui. Maintenant, la seconde chose, c'est si possible, moi, je dis, on change d'abord le détendeur. On Oui. achète un autre. D'abord, oui. D'abord. Et maintenant, si la fuite continue, qu'est-ce qu'il y a de faire? On n'utilise plus, on porte cette bouteille, on met hors de la maison. Et avec les temps qui sont dus là, mon père, tu fais comment? On fait appel au feu traditionnel et c'est aussi une opportunité pour les parents de former aussi les enfants à l'utilisation. C'est très important. Voilà, et pour sortir de cet entretien, comment est-ce qu'on fait une évacuation des personnes lorsqu'il y a un incendie qui se déclenche? Je prends le cas de notre immeuble, en fait pas notre immeuble parce qu'il ne faudrait pas que je dis un immeuble comme ça, oui, un immeuble quelconque qui peut avoir des marches d'escalier. Vous savez, lorsqu'il y a déjà un danger, tout le monde a tendance à emprunter le même chemin, ça peut créer des bousculades, ça peut créer finalement des morts qui ne seraient pas dues au problème premier, mais qui seraient dues au plan d'évacuation qui n'aura pas fonctionné, si je peux dire ça comme ça. Super. Est-ce que vous pouvez créer le guide sur un chemin qu'on n'avait jamais emprunté? Non. Non, tout simplement parce que lorsqu'on construit son usine, dans l'étude des dangers, oui, il y a un plan d'évacuation. Oui. Le plan d'évacuation consiste à étudier le comportement des salariés en cas de danger. Je vais prendre un exemple. Il y a une station-service de la place, non loin d'ici, sans publicité, je ne dois pas dire son nom. On était dans la boutique et directement, la sirène a déclenché. Oui. Et quand la sirène déclenche, on voit comment le personnel de la station encadre tous les clients qui étaient à l'intérieur pour se rassurer si le personnel formé est apte d'évacuer. Oui. Bon, maintenant, je ne peux pas venir dire ici là que, bon, demain, on va simuler. Non, c'est que tout le monde sera convaincu que, bon, si la lettre est donnée, on va sortir par-ci, par-là. Or, pendant l'étude de danger, on construit un plan d'évacuation, on forme le personnel et on vient avec le staff technique, peut-être le directeur général, son adjoint, on dit, OK, demain, on va simuler une évacuation, personne ne doit être au courant. Oui, et on lance quelque chose comme ça. On voit comment le personnel se comporte et on va voir quel est le temps, on va évaluer le temps nécessaire d'évacuer l'immeuble. Et maintenant, on va simuler cet exercice une fois, deux fois, trois fois, peut-être 4 fois, 5 fois. Et c'est lorsqu'on va arriver à la fin qu'on va dire au personnel, en effet, c'était une fausse alerte. On voulait voir votre façon de vous comporter. Toi, tu t'es très mal comporté. Toi, tu as bien fait ceci. Prochainement, voilà ce que tu dois faire, ainsi de suite. Et pour simuler, souvent, dans certaines entreprises, on s'arrange même que les clients sont à l'interne parce que on doit être en situation. Exactement. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité de la vie de tout ce qui se trouve dans votre environnement. Oui, oui. Donc, en entreprise, on s'assure que, en fait, c'est une journée normale. C'est une ambiance normale. Si c'est dans un restaurant, les gens sont en train de manger et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on simule et qu'on on essaye après de briefer les uns et les autres sur les comportements dont avant cela, ça ne peut pas se faire. Ce n'est qu'après qu'on ait fait ces simulations qu'on peut dire à chacun ce qu'il est bon de faire. Parce que pendant cette simulation, on va donc voir des manquements. On va donc voir Maintenant, pendant ces simulations, on va aussi considérer qu'il y a les personnes handicapées. Par exemple, on voit combien vont se comporter. C'est pour ça que dans ces exercices, nous on fait un appel aux personnes handicapées. On leur dit, bon, va dans cette boutique, achète-nous ça, ou va là-bas, va de ma part, va dire que tu viens. Donc on flatte. Et quand ces personnes est déjà à l'intérieur. Oui, quand ces personnes à l'intérieur, maintenant on simule, on voit comment le personnel formé doit encadrer cette personne. Donc c'est un exercice et malheureusement dans notre environnement, beaucoup de chefs d'entreprise n'y pensent pas et on se retrouve du jour au lendemain avec des millions qui sont partis par des flammes.
Merci Franklin D. Mbachou. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur en management QHSE. Vous êtes également CEO de Afriqual. Afriqual, c'est quoi? Afriqual, c'est un cabinet d'expertise qui fait dans la performance organisationnelle via l'accompagnement dans la performance agro-industrie, le management QHSE qui prend en compte la sécurité incendie, qui prend en compte l'excellence opérationnelle et stratégique, qui prend en compte la certification et qui prend en compte l'environnement. Afriqual fait également dans l'éducation via l'école renversée et Afriqual fait également dans tout ce qui a audit. Oui. Et formation. On espère qu'ABK va nous contacter dans les tout prochains jours. Vous êtes désormais un partenaire de ABK, donc comment dire, la consultation ne souffre de rien, Monsieur Franklin Mbachou. Merci d'être passé par ici et c'est un plaisir de vous avoir. Merci de nous avoir édifiés sur les questions de sécurité et incendie. D'accord, c'est un plaisir pour Afriqual, c'est un plaisir pour moi d'être toujours là pour apporter mon expertise à l'amélioration des conditions de vie. Merci. Le 7-10, 7h-10h, ABK Matin.